collaboration avec le cabinet CAPEC, et je laisserai la parole dans un instant à Franck Duhamel qui va nous parler du webinaire de ce matin sur la propriété intellectuelle et introduire notre intervenant du jour. Voilà, je voulais juste vous remercier d'être en ligne ce matin pour ce webinaire, vous dire quelques mots sur Nice et Forcité. Nice et Forcité, c'est le pôle d'ingénierie numérique du Grand Chalon, et ce que nous y faisons à Nice et Forcité, c'est que nous accompagnons les entreprises, c'est notre mission, et nous accompagnons principalement deux types d'entreprises. D'une part, les projets innovants numériques, et d'autre part, les entreprises industrielles qui sont en phase, ou les entreprises en tout cas qui sont en phase de transformation digitale. Et donc, nous avons cette mission qui nous est confiée par le Grand Chalon et que nous concrétisons de différentes manières. Elle se concrétise par des services que nous produisons à Nice et Forcité, des services d'accompagnement. Il y a une pépinière, par exemple, mais il y a aussi des services personnalisés. Et puis, il y a des événements que nous produisons à longueur d'année. Alors, bien évidemment, vous comprenez qu'avec toutes les questions de confinement, de distanciation sociale, etc., tous nos événements ont pris un petit coup d'arrêt, enfin même un gros coup d'arrêt. Et donc, ce qui ne nous a pas empêché d'en produire jusqu'à présent 8, et on va en produire 2 de plus là maintenant, dans la période de confinement, et puis donc maintenant que nous sommes en train de sortir du confinement. Donc ces événements sont de plusieurs types. Il y a des événements autour de l'innovation, de la culture de l'innovation, qu'on appelle les meet-ups de l'innovation. Il y a des choses autour du design, par exemple, aussi. Ceux qui nous connaissent savent qu'on organise des événements autour de ce qu'on appelle Pensons Design, ainsi qu'on appelle Pensons Design. Et puis, on a des journées techniques et technologiques qui sont très tournées vers les entreprises, où là, on essaie de transmettre de la culture de la technologie aux entreprises, aux entrepreneurs et à tous ceux qui s'y intéressent. Et puis, on a des événements comme celui-là où on démonte en quelque sorte le moteur de l'entreprise. Et pour ça, on s'est fait aider par Franck Duhamel et par CAPEC. Donc, à longueur d'année aussi, on organise ces masterclass de l'entrepreneuriat. Là, on doit en être à la 5e ou la 6e, je ne sais plus. Enfin, on aborde toutes sortes de sujets qui sont liés à l'entrepreneuriat, à l'entrepreneur et à l'entreprise surtout, et à la manière dont elle fonctionne. Et donc, on a choisi aujourd'hui de parler de création et de propriété intellectuelle. Voilà, juste un mot pour terminer sur l'usinerie, parce que vous avez dans les logos de présentation le logo de l'usinerie. L'usinerie, en fait, c'est un projet qu'on est en train de monter à Chalon-sur-Saône, qui est porté par le Grand Chalon, et qui est à la fois un lieu, puisqu'on est en train de réhabiliter un vieux bâtiment industriel qui est inscrit au monument historique et qui se trouve à 50 mètres de Nice et Forcité. Et ce bâtiment historique va accueillir, donc dans quelques mois maintenant, puisque l'ouverture est prévue à au mois de septembre 2021, on va accueillir des étudiants de l'enseignement supérieur, de la recherche, sur des technologies avancées, et en particulier sur les technologies qui sont celles de l'industrie du futur, hein, et puis l'accompagnement des entreprises qui sera fait par Nice et Forcité, puisque tous ces bâtiments qu'on est en train de réhabiliter et de construire seront connectés et reliés à Nice et Forcité, et il y aura un espace de près de 4000 m² qui sera réservé à l'accompagnement des entreprises, et dans lequel on y trouvera aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon webinaire ce matin. Je reviendrai tout à l'heure pour les questions-réponses, mais là, je vais laisser tout de suite la parole à Franck Duhamel, à notre partenaire, pour qu'il vous parle de la masterclass de ce matin. Voilà, bonne matinée à tous. Je vais arrêter mon partage. Voilà. Voilà. Merci Rodolphe pour cette introduction. Alors bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire. Tiens, d'ailleurs, le premier pour moi en termes d'animateur. Voilà, donc
un effet Covid positif, ainsi que pour Yves, que je vais vous présenter tout à l'heure. On va parler donc pendant 1 heure, plus un jeu de questions-réponses qui va nous amener jusqu'à midi. Je crois que vous avez déjà pas mal de questions sur le sujet, sur la protection intellectuelle de sa création, et on va le voir également tout ce qui concerne autour de la protection de la marque, en sachant que le sujet de la protection intellectuelle, ma foi, je ne connais pas un seul business plan, un seul modèle économique réfléchi avec mes start-upers que j'accompagne depuis plus de 15 ans, sans aborder le sujet de la protection de son invention. Et on va le voir, mon Dieu, que le dossier est complexe, le sujet est vaste, hautement stratégique, aussi bien notamment en termes évidemment de protection de son invention, mais aussi en termes de chiffrage, parce que ça coûte beaucoup d'argent, et qu'il nous faut approximer au mieux tous ces coûts dans le business plan de départ. Et également, lorsqu'on va commencer de travailler avec des investisseurs en capital, des fonds d'investissement, nous verrons souvent qu'en définitive, la question de la propriété intellectuelle est immédiatement mise en avant parce que l'investisseur veut qu'il soit sécurisé par rapport à cette approche-là et de savoir comment elle est travaillée. Alors maintenant, moi, je me rappelle, pour donner un peu le sujet et son importance stratégique, l'intervention d'un consultant lyonnais, Loïs Eblig, consultant en propriété intellectuelle, il y a un peu plus de 15 ans, qui avait donné un exemple très concret du choix de déposer ou pas déposer un brevet. Et notamment, il avait pris le cas de son papa. Son papa, c'est tout simplement l'inventeur de l'éblis, les céréales éblis qu'on trouve maintenant un peu partout. Et si vous voyez Loïs Eblig avec un H et le G, vous m'enlevez les 2 lettres du nom aux extrémités, il vous reste Ebli. Et son papa, à l'époque, il y a maintenant une vingtaine d'années, avait décidé de ne pas déposer de brevet. Voilà, il est l'inventeur de cette céréale, de cette manière de travailler cette céréale, mais il avait choisi de ne pas déposer son brevet. Pourquoi il avait choisi de ne pas déposer son brevet? Parce qu'il voulait être copié. Et pourquoi il voulait être copié? Parce que tout simplement, il avait fait cette remarque pertinente qui était de dire, si je protège mon invention, moi, dans les gondelles des supermarchés, je vais être tout seul. Au milieu des céréales et des pâtes, il y aura mon paquet d'éblis, mais on ne me verra pas. Alors que si maintenant j'ai 10 intervenants du secteur qui font le même produit que moi, j'aurai plus de chances d'être vu et donc d'être choisi parmi les concurrents. Alors on voit bien qu'on est dès le départ, dès la création de la société, on est sur un sujet hautement stratégique. Alors pour nous en parler, il nous faut un sachant. Et moi, je ne le suis pas. Moi, dans mes business plans, mon boulot, c'est d'ouvrir le chapitre et de dire comment on va travailler ce chapitre-là. Et donc, j'ai demandé à Yves Winter. Alors, attendez. Voilà. Je recommence le partage. J'ai demandé à Yves Winter. J'arrive plus à ouvrir mon PowerPoint. Voilà, ici. Voilà. J'ai demandé à Yves Winter, chargé d'affaires à la CCI Bourgogne-Franche-Comté, spécialisée de la propriété intellectuelle, de pouvoir intervenir à mes côtés. Parce que moi, quand j'accompagne mes startups, je ne travaille jamais évidemment le sujet tout seul. Je n'ai pas les compétences, mais simplement, moi, je veux que le sujet soit borné et qu'on sache qu'est-ce qu'on va dire aux investisseurs et qu'est-ce qu'on va mettre dans le business plan. Et il va nous parler pendant 1 heure donc, de la question de la propriété intellectuelle, en sachant qu'en 1 heure, on va être clair, on ne peut pas balayer au fond le sujet. On ne peut être que sur un vernis, une initiation, comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, quelle est la mécanique d'un dépôt de brevet ou d'un dépôt de marque. Donc pour ça, Yves, tu vas intervenir au bout d'un moment. Alors, voilà. Si la diapo, voilà. Tu vas intervenir jusqu'à peu près 11h40, ça nous laisse 1 heure d'intervention. Tu vas prendre la main pour que de 11h40 à 12h et sous la houlette de Rodolphe, il y ait un jeu de questions-réponses. Alors, en sachant qu'on n'est pas là pour faire de la consultation individuelle, vous imaginez bien, on n'a pas le temps, mais Yves laissera de toute façon ses coordonnées. Vous pouvez à tout moment prendre attache avec lui pour avoir un début d'information sur vos problématiques concernant la propriété intellectuelle. Yves, je vais te laisser la main, je vais arrêter le partage, tu vas pouvoir envoyer ton PowerPoint, puis on va t'écouter d'une manière
attentive. Très bien. Merci, Franck. Bonjour à tous. Effectivement, je m'excuse déjà par avance pour le peu de temps qu'on a pour traiter le sujet. Il y a parmi les auditeurs beaucoup de spécialistes, quelques spécialistes qui seront peut-être frustrés, mais l'objet de ce webinaire n'est pas de rentrer dans le détail. Ça sera peut-être l'occasion d'en faire d'autres plus tard, je ne sais pas. L'importance de la chose aujourd'hui, c'est de comprendre que la propriété intellectuelle doit servir à quelque chose. Donc, je vais commencer ma présentation et surtout n'hésitez pas à poser des questions à la fin de ma présentation de manière à ce que vous puissiez, je puisse essayer de répondre à quelques petits détails. Encore une fois, Franck vous l'a dit, ce n'est pas de la consultation individuelle puisque chaque sujet ou chaque problématique est particulière et il y a aussi des questions de confidentialité, vous en doutez bien. Voilà. Donc, c'est de l'initiation de la propriété intellectuelle. Et finalement, la question première qu'on pourrait se poser, c'est de dire qu'est-ce que la propriété intellectuelle et pourquoi il existe la propriété intellectuelle. Donc, dans le PowerPoint, la première diapositive que je vous présente ici, il est évident que la propriété intellectuelle ne doit pas être, on va dire, un système qui est là pour se faire plaisir et afficher au-dessus de la cheminée un diplôme. C'est pas du tout ça. L'intérêt de la propriété intellectuelle, c'est de mettre en avant cet atout économique et stratégique pour une entreprise ou un porteur de projet à devenir une entreprise pour lequel la propriété intellectuelle, que ce soit tout type de titres, que ce soit de la propriété industrielle ou du droit d'auteur, contribue à l'efficacité de l'entreprise et à la structuration de l'entreprise. Alors, le premier élément qui est important de connaître, et c'est le fondement même de la propriété intellectuelle tel que ça a été mis en place, on va dire, au XVIIIe siècle, sur les aspects un peu plus modernes de la propriété intellectuelle, c'est vraiment d'essayer de défendre sa création. Le premier rôle, c'est vraiment la défense. Et la défense, c'est effectivement le titre de propriété industrielle qui va vous la donner. C'est un monopole qu'une administration va vous accorder parce que vous respectez certains critères. On regardera en détail un peu plus tard quels sont ces critères en fonction de la typologie de la création que vous avez réalisée. Alors, cette arme défensive, elle n'est pas que défensive, heureusement. En tout cas, si c'était que de se défendre, bon, ça ne servirait pas à grand-chose. Il faut aussi à un moment dire, j'ai besoin de ce titre de propriété industrielle pour pouvoir sécuriser mon marché et éviter qu'on vienne me marcher sur les plates-bandes et donc à ce moment-là pouvoir attaquer, faire des actions devant les tribunaux. Et ce titre de propriété industrielle ou ces moyens de propriété intellectuelle, ils devront être présents pour pouvoir faire des attaques en contrefaçon, par exemple. Okay. Alors, ça, c'est le cas un peu extrême. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Et c'est pour ça que cette notion d'arme dissuasive est intéressante dans le droit de la propriété intellectuelle. Parce que si vous avez quelque chose dans vos mains, un titre, vous le montrez bien à tout le monde en disant regardez ce que j'ai, moi on m'a accordé un titre de propriété industrielle, je ne vais peut-être pas vous attaquer tout de suite, mais je vais quand même vous mettre, on va dire, une pression de telle manière que vous ne n'allez pas m'embêter. Okay, donc je vais, grâce à ce titre, exercer une menace qui sera alors pour, on va dire, les éventuels concurrents ou contrefacteurs à venir qui sont raisonnables, on va dire, qui sera une menace tout à fait réelle et concrète. Par contre, effectivement, si la menace n'est pas suffisante, il faudra effectivement passer devant les tribunaux pour vraiment imposer sa protection. Deuxième aspect qui est important dans la propriété intellectuelle, c'est la notion de communication que vous dégagez autour
de ces titres de propriété industrielle. Vous allez générer, on va dire, un document qui sera publié, par exemple si c'est un brevet. Ce brevet sera publié à un moment, donc 18 mois après le dépôt, et vous allez informer le monde entier que vous avez en votre possession des éléments caractéristiques qui font que c'est nouveau, inventif et industrialisable. Et vous montrer que finalement, vous êtes une société innovante et par ce biais, sans faire plus d'autres communications, pas de marketing forcément, c'est déjà un premier pas sur le fait de montrer que vous êtes innovant. Okay, donc ça, c'est l'image à l'extérieur que vous pouvez donner de votre stratégie, ou en tout cas de votre entreprise, la stratégie de votre entreprise. Mais il n'y a pas que l'image extérieure qui est importante. Il y a également l'image que vous donnez au sein de votre entreprise. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de tel, à mon avis, pour valoriser un collaborateur que de le mettre dans une boucle et de le citer en tant qu'inventeur. Alors, c'est vrai que la loi l'oblige, mais on connaît certaines entreprises qui font l'impasse sur cette obligation de citer un inventeur dans un brevet. Et si cet inventeur est cité dans un brevet, il apparaîtra dans les bases de données, ça sera pour lui, on va dire, une sorte de valorisation et il dégagera une image de ce que c'est, on va dire, de ce qu'il représente dans le milieu concerné. Donc, pour moi, c'est très important, effectivement, de voir apparaître dans un brevet des inventeurs parce qu'ils seront valorisés par cet élément de communication. Autre point intéressant à mettre en avant, c'est que vous avez déposé un brevet, vous avez déposé une marque. Tout ça, ça va constituer un actif qui sera présent au sein de l'entreprise, qui rentrera dans l'actif de l'entreprise. L'intérêt de la chose, c'est de pouvoir l'utiliser, ce qu'on appelle la valorisation de l'actif. Et pourquoi? Parce qu'il n'est parfois pas possible, ou de point de vue stratégique, ou de point de vue, on va dire, structurel, de réaliser l'invention directement au sein de l'entreprise. Donc, on va se dire, je vais peut-être essayer de chercher un partenaire industriel qui va, lui, pouvoir exploiter mon invention. Et ça va passer par la rédaction de contrat, la relation contractuelle qui va pouvoir mettre en avant, on va dire, des éléments gagnant-gagnant entre les deux parties. Et grâce au titre de propriété industrielle que vous avez dans votre possession, vous avez des éléments de négociation. Sans titre de propriété intellectuelle, le partenaire à venir, donc qui pourrait être intéressé, il va se dire, c'est très bien ce que vous avez fait, mais ça ne m'intéresse pas. Et dans votre dos, il va pouvoir essayer de fabriquer, commercialiser le produit que vous n'avez pas breveté, par exemple. Vous pourrez toujours essayer de vous rattraper aux branches, mais ça sera un peu difficile et parfois même trop tard. Et donc, ça vous passera sous le nez. Donc, c'est pour ça que sans titre de propriété industrielle, pas de contrat de cession ou de licence qui permettra justement de valoriser cet actif afin qu'effectivement ça rentre dans l'entreprise. Élément très important aussi, c'est la stimulation de l'innovation. Je disais, les lois modernes sur les brevets, parce que là c'est plus sur les brevets, sur les inventions, 18e siècle. Aujourd'hui, donc, plus de 200 ans après, le brevet existe toujours, il a été amélioré, perfectionné, et ça existe. Le perfectionnement, on va dire, de ce brevet ou de système de brevet continue. La preuve, c'est qu'en France, il y a une nouvelle loi qui est apparue en début d'année, qui permet justement d'avoir des brevets encore plus forts dans le principe. Et qu'est-ce que c'est cette stimulation de l'innovation? En fait, c'est de dire que plus vous allez avoir de personnes qui déposent de brevets, et plus vous allez avoir des éventuelles personnes intéressées pour l'exploiter qui vont se dire, OK, est-ce que je vais pouvoir reproduire l'invention qui m'intéresse ou est-ce que je suis bloqué par un brevet? Alors, si je suis bloqué par un brevet, dire, bon, soit j'achète le brevet, soit je prends une licence ou je fais la contrefaçon. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus correct et ça peut coûter très très cher. Et une autre solution, c'est de dire finalement,
c'est très bien ce qui a été fait, mais moi, je pense que il y a matière à faire mieux. Hein. Donc, je vais me poser la question comment faire mieux. Je vais travailler autour de tout ce qui a été fait et se dire, bah, finalement, il y a un point sur lequel je peux agir et je vais pouvoir contourner les brevets existants, encore valides bien sûr, avec des alternatives qui seront peut-être plus performantes et qui permettra ainsi de perfectionner l'invention et permettre ainsi à l'humanité de progresser dans l'innovation. Hein, c'est ce qui nous a permis d'arriver aujourd'hui à des systèmes parfois très très performants techniquement en fonction des domaines. C'est ce que je dis toujours, hein, à partir du moment où vous avez une contrainte, pour essayer de la contourner, cette contrainte, vous faites un effort. Hein. C'est vrai que vous avez souvent une contrainte technique qui fait que vous êtes obligé de réfléchir comment je vais pouvoir résoudre ce problème technique. Et là, vous avez une contrainte qui est plus juridique. La contrainte juridique permettra justement de se dire, OK, je suis bloqué juridiquement, est-ce que je vais dans le mur ou pas? Non, je vais essayer de contourner tout ça, je vais travailler et je sais que je suis capable de faire mieux. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt de pouvoir dire, avec tout ce qui a été déjà qui est existant, de dire, la technologie, d'une manière générale, va pouvoir progresser. Et enfin, partage des connaissances. Effectivement, les droits de propriété intellectuelle, à un moment, c'est, on va dire, le contrat qui a été passé entre le créateur et la société au sens général, de dire qu'on vous accorde un monopole, mais à un moment, vous avez suffisamment bénéficié de ce monopole pour que vous donniez, on va dire, votre création à l'humanité. Donc, donner cette création à l'humanité, c'est de dire que après 20 ans, par exemple, pour un brevet, il va tomber dans le domaine public et tout ce qui a été publié dans le brevet pourra être, pourquoi pas, exploité, bien sûr, sous réserve éventuellement de brevets postérieurs qui auraient été déposés et qui pourraient couvrir certaines caractéristiques nouvelles. Voilà. Donc, la publication des caractéristiques est importante dans la mesure où ça permet justement de progresser et d'avoir en son sein, dans la réflexion, pour ce qu'on appelle dans le droit des brevets, pour l'homme du métier, des éléments qui permettent pour lui d'avancer et de progresser. Okay. Donc voilà un peu le tableau. Pourquoi la propriété intellectuelle? Eh ben, vous avez, voilà. Alors, je pense avoir fait le tour de ce mais il y a peut-être encore d'autres éléments sur lesquels je ne reviendrai pas dessus parce qu'on ne va pas être dans le. Alors, ce qui est important, c'est maintenant de voir quelle est l'importance de la propriété intellectuelle. Je vais vous citer beaucoup d'exemples. Alors, c'est très parlant. Alors, ce sont des chiffres qui sont très, très forts, hein, mais ça permet de situer, on va dire, l'importance de la propriété intellectuelle dans le monde qui nous entoure. Alors, pour parler, par exemple, des inventions, hein, vous avez ici un graphique, 3 graphiques, qui détaille le nombre de brevets qui ont été déposés dans 3 domaines très particuliers. Le premier domaine qui est le domaine des supraconducteurs. Donc, c'est la courbe en noir que vous avez sous les yeux. Et on voit par exemple que dans les années 1990, vous avez un pic de dépôt de demande de brevets sur les supraconducteurs. Pourquoi? Alors, ce pic fait suite à la publication d'articles scientifiques sur les supraconducteurs et de découvertes très très intéressantes sur l'utilisation du supraconducteur. Vous savez qu'un supraconducteur, pour qu'il fonctionne et que ça soit efficace, il doit fonctionner à des températures très très basses. Donc il y a eu une découverte qui était majeure là-dessus et ce qui a fait augmenter le nombre de dépôts de brevets, c'est que les industriels se sont dit ouais, c'est très très intéressant, il y a certainement beaucoup d'applications sur cette découverte, donc je vais essayer de déposer des brevets sur ces applications. Et là, d'un coup, il y a eu, d'un coup d'un seul, une chute brutale, donc pour descendre assez rapidement à un niveau raisonnable.
Puis, on voit que la courbe est toujours décroissante jusqu'aux années 2000. Alors pourquoi d'après vous? C'est parce que on s'est rendu compte que finalement, il y a une belle découverte, mais dans la réalité des faits, c'est que ce n'est pas exploitable dans l'État. C'est très très bien, on va dire, sur le principe. Dans la réalité, ce n'est encore pas exploitable, suffisamment exploitable pour qu'on y trouve des débouchés, des applications du quotidien. D'où le manque d'intérêt qui est venu après pour dire que les brevets, c'est bien, mais ça ne servira pas encore à grand-chose. Il faut attendre, on va dire, des évolutions dans ce domaine-là, de manière à ce que ça intéresse les industriels pour déposer des brevets et pour trouver des applications vraiment concrètes et tangibles. A contrario, vous avez le domaine de la bicyclette. Alors, le nombre de brevets n'est pas énorme par année, par exemple dans les années 1980, et par contre, la courbe est plutôt une tendance à croître en permanence, c'est une croissance qui est plutôt forte, jusque des années effectivement 2000, et même encore actuellement. Alors, la bicyclette, elle existe, je ne sais pas, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, sans problème. Qu'est-ce qui fait qu'on dépose toujours d'autant plus de brevets? Alors, je vous répondrai que c'est très intéressant parce que vous avez en adéquation avec la bicyclette un marché qui est énorme. Et plus on va vers un monde qui tend vers l'environnement, plus ce marché de la bicyclette va s'ouvrir et devenir de plus en plus grand. Donc, il y a de fortes chances qu'on va avoir de plus en plus de brevets qui vont être déposés sur les bicyclettes. Alors, attention, je mets une réserve. Ce n'est pas un brevet ou des brevets sur la bicyclette en général. Personne n'a le droit d'avoir un brevet sur le vélo. Personne n'a de monopole sur le vélo. Par contre, les brevets qui vont être déposés ou qui sont déposés sur les bicyclettes, ce sont des brevets qui s'attachent à des éléments de détail de la bicyclette. Ça va être par exemple un système de fixation d'une chaîne de vélo. Une fixation rapide, des éléments comme ça, un système de freinage qui soit plus efficace que ce qu'on a déjà. Je sais que pour travailler dans le milieu pour une société bourguignonne dans le domaine de la bicyclette, donc je fais de la veille brevet pour eux, il y a environ entre 400 et 500 brevets qui sont déposés tous les mois dans le monde, dans le domaine de la bicyclette, ce qui est énorme. Mais on ne dépose pas juste pour se faire plaisir, on dépose parce qu'en adéquation à un marché. C'est ça qui est important, il faut retenir dans le droit de la propriété intellectuelle, c'est que ça doit servir à quelque chose. Okay, là, l'exemple typique de la bicyclette, ça matche bien, c'est parce que le marché est présent. Autre exemple, alors là encore plus flagrant, quelque part, je dirais, c'est la brosse à dents. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'une brosse à dents? C'est un manche avec des poils. Et pourtant, vous avez encore des gens qui déposent des brevets sur les brosses à dents. Alors, c'est vrai que dans les statistiques que je vous mets là, vous avez certainement les brosses à dents électriques, qui sont peut-être un peu plus complexes qu'une simple brosse à dents manuelle. Mais il faut quand même savoir que ce marché de la brosse à dents est un marché qui est un marché de consommation dans lequel il va y avoir de la récurrence du changement et de l'achat de brosses à dents par le consommateur. Ce marché de la brosse à dents est estimé à 1 milliard, alors aux États-Unis, 1 milliard de brosses à dents par an, ce qui est énorme. Et la brosse à dents, le marché électrique de la brosse à dents aux États-Unis est estimé à 3,5 milliards de dollars. Donc c'est fondamental, on va dire, pour les sociétés qui fabriquent des brosses à dents, d'être toujours à la pointe. Alors, pour les spécialistes, ceux qui ont déjà lu des brevets ou qui ont l'habitude de voir des brevets, il est évident que certains brevets, on va dire, ne sont pas non plus un saut technologique fort. On va dire, ça va être parfois un petit détail qui est parfois suffisant pour, bien sûr, respecter les critères de la brevetabilité. On ne peut pas y avoir un brevet sans respecter les critères de la brevetabilité. Mais en regardant de plus près, il est évident que certains brevets sont un peu limite. Okay, donc voilà un peu un tableau sur les aspects liés aux inventions sur l'adéquation du marché par rapport au brevet. Autre aspect, c'est sur les marques. Alors, vous voyez défiler une vidéo
qui est plutôt sympathique et qui est représentatif de ce qui se passe dans le droit des marques actuellement, depuis quelques années, hein, même maintenant. C'est de dire la valorisation des marques pour les sociétés est devenue énorme, beaucoup, presque beaucoup plus que les brevets. Pourquoi? Parce que ces marques, aujourd'hui, bon, c'est vrai que dans l'exemple que je vous montre là, sont que des gros, hein, il est évident que ce sont que des gros. Mais quand vous possédez une marque, et si on voit, regardez un peu Google là, qui s'approche vers le top 3, quand on voit arriver Google qui n'a, on va dire, que 20 ans d'âge et qui arrive à valoriser sa marque, alors ça avance, Apple qui est devenu largement leader, et ben, en ayant déposé une simple petite marque, on va dire, dans tous les pays qui l'intéressent, Google est arrivé à être le numéro 2 en termes de valeur de marque. Alors en 2018, c'était 155 milliards de dollars de valeur de marque, sans parler des actifs autres que la marque. Alors c'est une marque au niveau mondial, hein, bien sûr. Donc j'ai pris l'exemple de Google, société créée en 1998, ils déposent leur marque en 1998, en quasiment une semaine, 15 jours après la création de la société. Donc, je vous ai même mis le numéro de la marque si vous l'allez voir. Et ils ont fait une extension de leur marque américaine au niveau du communautaire 6 mois plus tard. Ce qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, j'ai écrit, hein, la taxe du dépôt de la marque en 1999 leur a coûté 975 euros. Aujourd'hui, donc en 2019, hein, j'ai regardé encore hier la valeur, elle était de 168 milliards de dollars. Alors, vous multipliez l'Union européenne, on va dire, même par 10, parce qu'il y a peut-être sur tous les marchés à l'époque, ils avaient fait des dépôts. Vous voyez le gap que ça représente. C'est énorme. Donc, vous, en tant que société ou en tant que créateur ou porteur de projet, je dirais que vous avez beau avoir un projet technologique peut-être, ne négligez surtout pas la valeur de la marque. La marque est indissociable du marché que vous allez attaquer. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à commercialiser avec un nom ou un logo, n'importe, hein, on verra un peu après dans le détail. Et si vous commencez mal, c'est-à-dire que vous ne faites pas attention par rapport aux droits antérieurs et que vous êtes obligé de changer votre marque, etc., vous allez perdre un bénéfice énorme sur le démarrage. Hein. Donc, voilà, ça va remettre en cause un peu toute votre stratégie liée à la communication et à la commercialisation des produits qui sont liés à la marque. Google, c'est l'exemple typique. Alors, j'aurais pu faire Apple aujourd'hui parce que Apple, c'est quand même le numéro 1 avec 234 milliards hein, de dollars de valeur de marque. Mais Google, c'était plus facile parce que c'est une société qui n'a à peine que 20 ans. 20 ans, c'est rien. Alors, c'est un exemple extrême, hein, bien sûr, mais il y a 20 ans, vous aurez passé ce PowerPoint, Google n'existait pas. N'existait pas. Donc, en septembre 2098, 22 ans, on va dire, dépôt de la marque, valeur 900 euros, 22 ans plus tard, 168 millions. Okay, donc, ne négligez pas la valeur de la marque. Autre exemple, là, on va attaquer plus les aspects liés aux droits d'auteur. Harry Potter, tout le monde connaît. Vous avez l'auteur J.K. Rowling qui a écrit ça, l'histoire des sorciers, bien, je veux dire, rien de révolutionnaire sur le fond. Et on verra que c'est pas le fond qui compte dans le droit de la propriété intellectuelle, mais c'est surtout dans le droit d'auteur, c'est la forme. Elle a écrit cette histoire, on va dire, à sa manière, hein, c'est sa façon de voir les choses. Et aujourd'hui, cette valeur qu'elle a pu générer grâce à son écriture représente, alors j'ai cherché un peu des chiffres, rien qu'avec les livres, ça représente 1 milliard d'euros. Okay, la valeur financière des livres. Avec les films, ça lui rapporte 670 millions d'euros. Les produits dérivés, il y a environ plus de 400 produits dérivés qui lui ont rapporté 710 millions d'euros. Et la valeur de la marque, c'est 11 milliards d'euros. La marque appartenant à Warner. Alors, c'est une estimation du New York Times. On veut bien le croire, hein, sachant qu'effectivement, Harry Potter n'est pas
inconnu dans le monde entier. Okay. Donc, c'est ça qui est important. Regardez, donc, un droit d'auteur a généré autant de valeur parce que, justement, elle a su mettre en avant, on va dire, la création qu'elle a faite. Okay. Alors, encore une fois, c'est un cas extrême. Autre exemple, l'importance d'avoir un titre de propriété industrielle. Ici, on est sur des chaussures un peu particulières. Les spécialistes de la mode reconnaîtront le travail d'Isabelle Marant, une créatrice française bien connue des professionnels de la propriété intellectuelle, puisqu'elle intente des actions régulièrement devant les tribunaux. Et donc, elle avait déposé un dessin et modèle sur ces chaussures. Voilà. Et vous avez Mango bien connu dans la grande distribution, qui a copié, on va dire, qui s'est inspiré de cette chaussure Isabelle Marant. Et Isabelle Marant ne se laisse pas faire, elle est très active dans le milieu de la propriété intellectuelle. Petite anecdote, il faut savoir que les chaussures sont les produits les plus contrefaits dans le monde. C'est une statistique de la Commission européenne. Isabelle Marant a attaqué Mango, et donc Isabelle Marant a gagné, malgré le fait que vous voyez, vous avez des petits détails qui sont un peu différents. Vous avez 4 sangles pour Mango au lieu de 3 chez Isabelle Marant. Vous avez des boucles en acier que vous n'avez pas chez Mango. Voilà. Mais vous avez l'aspect général qui est repris et le juge ne s'est pas trompé puisqu'il a condamné Mango à 30 000 € de dommages et intérêts, alors 20 000 € liés au patrimoine, préjudice patrimonial, et 10 000 € sur l'aspect moral, c'est-à-dire que le juge a considéré qu'il y avait une atteinte à la créatrice sur l'aspect moral, et ça, on ne peut pas le laisser. Autre exemple, et là qui concerne, on va dire, des aspects liés au droit voisin du droit d'auteur. C'est ce qu'on appelle le droit lié aux bases de données. Alors, ça peut concerner, et ça concerne de plus en plus d'entreprises ou start-up notamment, puisqu'on est dans des domaines liés à l'explosion de la big data, le fait de plus en plus, puisqu'on va essayer de générer des bases de données. La data en tant que telle, elle n'est pas protégeable, elle appartient à tout le monde. C'est la manière dont vous allez récolter cette data et comment vous allez la stocker et l'exploiter. C'est ça qui est important dans le droit voisin et le droit d'auteur. Et le cas qui nous concerne ici, c'est Le Bon Coin qui a attaqué entreparticuliers.com. Alors, Le Bon Coin, c'est assez récent aussi comme structure. Entreparticuliers.com, c'est assez historique dans le monde, on va dire, de l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Entre Particuliers, qui offre des prestations payantes, a vu son chiffre d'affaires diminuer avec l'arrivée du Bon Coin, puisque tout ça, c'était gratuit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Le problème, c'est qu'il n'y a plus grand monde qui mettait des annonces sur entreparticuliers.com. Donc, ils ont payé des pigistes pour reprendre les annonces du Bon Coin, ils les ont ressaisies dans entreparticuliers.com pour arriver, on va dire, dans les pages de résultats de Google, en haut des listes, de manière à ce qu'il y ait de la fréquentation sur leur site. Et là, le Bon Coin s'en est aperçu et il a attaqué en action, on va dire, liée à l'utilisation et l'extraction répétée et systématique de parties non substantielles de sa base de données. Et le juge a effectivement condamné entreparticuliers.com à hauteur de 50 000 € parce qu'il y avait une reprise des éléments qui ne leur appartenaient pas et surtout la structuration des éléments tels qu'ils apparaissaient sur le. Voilà. Alors voilà un peu les éléments, l'important de la chose dans tous les domaines qui vont nous concerner. Alors là, je vous ai dressé un petit tableau de l'ensemble des créations auxquelles on est peut-être confronté, sera confronté un jour ou l'autre. Alors en bleu, je vous ai mis plutôt ce qui est invention au sens général, à partir du moment où il y a un effet technique, une fonctionnalité technique. On regardera en détail ce qu'est le brevet. Alors le secret, je ne l'aborderai pas, mais le secret n'est pas forcément contraire au brevet, ça peut être complémentaire au brevet. Vous avez également la notion de savoir-faire qui apparaît dans les inventions. Et souvent, dans le lorsqu'on dépose un brevet, alors le savoir-faire n'est pas brevetable, mais dans un brevet,
En tout cas, on va donner des éléments, pas trop, mais suffisamment d'éléments pour avoir un brevet. Et surtout, ce qui est important, c'est que pour faire fonctionner ce brevet, il y a souvent des notions de savoir-faire qui existent et qui n'apparaissent pas dans le brevet. Hein. Donc, c'est bien beau de lire un brevet, mais parfois, ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner la machine. Vous avez deux notions qui sont un peu spécifiques. La notion de CEV, alors c'est les certificats d'obtention végétale qui vont concerner uniquement les végétaux. Hein. Vous avez par exemple, alors c'est basé sur la technique du brevet, on va dire le système des brevets, et on va protéger par exemple là-dedans les roses, les nouvelles créations de roses, les pommes de terre, par exemple les pommes, hein, la pink lady est une pomme qui a été protégée par un certificat d'obtention végétale. Et vous avez également le TPS. Alors TPS, ce n'est pas pour les anciens qui connaissaient télévision par satellite, non, c'est topographie des produits semi-conducteurs. Alors en fait, c'est très très spécifique. Il y a peut-être une dizaine de dépôts par an, puisque ça concerne uniquement les circuits imprimés, des puces électroniques, puisqu'on est à mi-chemin entre du design et puis de la fonction. Donc voilà, ça vient des Américains, mais je dirais que ce n'est pas forcément très intéressant. En rouge, je vous ai mis les signes distinctifs. Alors, c'est les signes qu'effectivement on rencontre et qui sont distinctifs, c'est-à-dire qui diffèrent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et dans ces signes distinctifs, on va retrouver plusieurs choses, et notamment la marque, hein, bien sûr, puisque c'est vraiment le titre de propriété industrielle qui va protéger ces fameux signes distinctifs. Mais vous avez également des dénominations, hein, les raisons sociales, les enseignes, des choses comme ça, qui sont également, qui ont un certain droit. Les noms de domaine, hein, voilà, qui fait partie aujourd'hui de la vie courante, et qui auront, on va dire, un lien parfois assez serré avec la marque. Et enfin, les indications d'origine, alors par exemple les AOP, AOC, IGP, et également un nouveau venu, alors maintenant ça commence à faire quelques temps aussi, l'INPI a mis en place un système qui permet de protéger des produits qui ne sont pas forcément d'origine alimentaire. Hein, les indications, donc c'est les indications d'origine liées à l'artisanat et puis aux matières premières, par exemple Pierre de Bourgogne, qui a une IG délivrée par l'INPI qui permet justement d'interdire l'utilisation pierre de Bourgogne pour des pierres qui ne sont pas issues du territoire bourguignon. Voilà. Donc, ils respectent, c'est exactement ça, qui ne sont pas issus du bourguignon. En vert, je vous ai mis les créations ornementales esthétiques. Alors là, c'est quand même, ça existe, il n'y a pas de souci, puisque c'est, on va dire, par exemple, vous êtes tous assis sur des chaises. Eh ben, une chaise est souvent protégée par le dessin et modèle, hein, parce que il n'y a pas une chaise qui ressemble à une autre. Elles ont toutes des caractéristiques un peu particulières, mais c'est purement esthétique, hein, c'est pas fonctionnel. Et vous avez enfin, dans les créations, tout le reste, hein, c'est ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit qui seront protégées par le droit d'auteur, hein, comme je vous ai dit, le livre, le roman de Harry Potter, et les droits voisins, qui sont par exemple les artistes interprètes de chansons qui ont un certain droit dans le droit voisin. Et je vous ai mis une ligne en pointillé entre ornemental, esthétique et puis œuvre de l'esprit, entre le droit d'auteur et puis le dessin modèle. Pourquoi? Parce que dans le droit français, il existe une notion qu'on appelle l'unité de l'art, qui permet de dire, ou qui dit que vous avez la possibilité de cumuler les deux protections, à la fois le dessin modèle et le droit d'auteur, pour des créations ornementales. Hein, voilà. C'est très important, très intéressant, parce que ça permet justement de pouvoir attaquer des gens qui vous copient, soit sur la base du dessin modèle, soit sur la base du droit d'auteur, et même si vous aviez déposé un dessin modèle, on verra, ça dure qu'un certain temps, le droit d'auteur, lui, permet d'avoir, on va dire, une durée de protection beaucoup plus longue. Et pourquoi pas essayer de trouver une solution avec la protection par le droit d'auteur. Attention, hein, ce n'est pas aussi évident ou automatique que ça. Il faut aussi montrer que votre création, on va dire, représente, on va retrouver dans votre création un aspect lié à l'empreinte de l'auteur, hein, à la création de l'auteur. Donc, vous avez ici un tableau qui dresse à peu près, je pense, les différentes possibilités de protection. Alors, avant de protéger, eh ben, il y a un préalable. C'est-à-dire que
c'est bien beau d'essayer d'avoir un titre, mais avant d'avoir un titre, il y a beaucoup de choses à faire avant d'être prêt, par exemple, à déposer un brevet. Et ce que je vais vous citer là, c'est quand même très lié au brevet, mais pas que. Hein, ça va également être intéressant dans les autres domaines. Et il y a un article du Code de la propriété intellectuelle qui est intéressant à étudier, qui est lié au brevet, qui permet de dire que finalement, pour éviter, on va dire, de tout perdre dans la bagarre ou dans la guerre qui peut vous opposer au tiers, et que si vous n'êtes pas encore prêt à déposer un brevet, eh ben, c'est pas très grave. Vous pouvez essayer de prouver que vous étiez en possession, ce qu'on appelle une possession personnelle antérieure, de manière à dire que même si quelqu'un venait à déposer un brevet sur mon invention par la suite, eh ben, je ne perdrai pas tout. J'aurai la possibilité de continuer à exploiter ce qui est écrit dans ma possession personnelle antérieure, de manière à ne pas tout perdre. Alors, ça appartient strictement à une personne, hein, on n'accorde pas un monopole, et c'est un droit qui est incessible, c'est-à-dire qui est une possession personnelle antérieure qui appartient à la personne qui l'a déposé. Hein. Alors, quels sont les moyens de preuve qui existent pour avoir ce droit de possession personnelle antérieure? Il y en a une qui est assez connue et célèbre, je pense que tout le monde la connaît, c'est la fameuse enveloppe solo. Alors, c'est vrai que j'en aurais pu vous en montrer une, mais il n'y a pas de souci. Alors, l'enveloppe solo, c'est un système qui existe depuis début du XXe siècle, je crois. Il y a même eu un brevet qui a été déposé sur l'enveloppe solo, le solo étant l'inventeur de cette enveloppe, et qui permet justement de déposer auprès de l'INPI dans une enveloppe à double volet tout ce que vous avez créé. C'est vrai que c'est souvent lié à l'innovation technologique, mais pas que. Vous avez par exemple des éléments qui sont peut-être liés à un aspect lié au droit d'auteur, je n'en sais rien. Voilà. Ça permet justement de constituer une preuve irréfutable de la possession de votre création. Hein, cette enveloppe solo est déposée à l'INPI. L'INPI n'ouvre pas l'enveloppe solo, jamais. Elle va servir le cas échéant devant un tribunal, devant un juge, pour montrer qu'effectivement, vous connaissiez l'invention et qu'on ne peut pas vous attaquer, par exemple, en contrefaçon de brevet, parce que vous étiez en possession de cette invention. Vous avez la version électronique hein, qui existe depuis 2016. Quand j'ai mis nouveau, oui, ça commence maintenant à dater, hein, c'est presque 4 ans. L'INPI a mis en place cette version électronique de l'enveloppe solo papier, qui est bien parce que ça permet de faire des dépôts quasiment immédiatement, 24 heures sur 24. Alors, c'est un coût assez variable. Hein. Autant l'enveloppe solo, ça coûte que 15 €, mais vous êtes quand même limité sur l'épaisseur de l'enveloppe. Autant là, sur l'e-solo, vous pouvez mettre des fichiers un peu plus conséquents, jusqu'à 300 mégas. Et ça vous coûterait 305. Vous pouvez mettre voilà, beaucoup de choses. Vous avez une autre solution, c'est d'aller voir un notaire ou tout officier ministériel qui permet justement d'apporter une preuve sûre et certaine, et on ne peut pas contester la preuve d'un huissier ou d'un notaire. Le notaire s'en fiche de savoir ce que vous avez écrit dans votre document. Il va attester du fait que vous avez écrit telle et telle chose ce jour-là. Okay, voilà. Alors, ça a un coût un peu plus élevé que les 15 €. Et vous avez ensuite le cahier de laboratoire. Ce cahier de laboratoire, vous avez une petite image, voilà, c'est la première page du cahier de laboratoire, qui est très intéressant pour les entreprises qui sont déjà un peu structurées ou les startups qui régulièrement, presque quotidiennement, travaillent sur des développements qui permettraient, on va dire, de dater de façon sûre et certaine ces développements au fil du temps. C'est sûr que chaque fois, si dans une entreprise comme ça, vous deviez déposer à chaque fois des enveloppes solo pour tous les développements que vous faites, ça demanderait énormément de moyens et vous en sortirez pas. Donc, ce cas de laboratoire est un moyen tout à fait efficace, puisque je sais que certaines entreprises, surtout les laboratoires, vont l'utiliser. Alors, il n'est pas facile à trouver, ce cahier de laboratoire, même si l'INPI est partenaire, on va dire, du réseau Curie qui édite ce cahier de laboratoire. Vous ne pouvez pas acheter de cahier de laboratoire auprès de l'INPI. C'est un comble, mais c'est comme ça. Si vous voulez vous en fournir, vous en procurer,
Sachez qu'à la CCI Bourgogne-Franche-Comté, on a acheté un lot, puisque vous ne pouvez pas acheter autre que moins que 20 cahiers de laboratoire d'un coup. Donc, si ça vous intéresse, vous avez la possibilité de vous procurer ces cahiers de laboratoire auprès de la CCI. Autre point qui est un moyen de preuve, c'est la lettre en recommandé avec accusé de réception que je déconseille. Pourquoi? Parce que le juge va pouvoir éventuellement, il pourrait y avoir un doute sur les dates en question. Je dirais que ce n'est pas le gain que vous allez faire avec cette lettre en recommandé par rapport à l'enveloppe solo que ça sera très pertinent. Moi, je préférais que vous mettiez un peu plus d'argent dans l'enveloppe solo plutôt que d'utiliser la lettre en recommandé. Et enfin, un dernier qui vient d'apparaître dans le paysage, alors certes, cette fois-ci plus mondial, parce que là, je vous parle d'éléments franco-français, le WIPO Proof, qui vient de sortir au mois de mai, et qui permet, on va dire, c'est l'équivalent de l'ISOLO au niveau quasi mondial. Alors, vous avouerez que je ne me suis pas encore posé la question sur la pertinence de la chose, mais on est sur un système équivalent, c'est-à-dire un système qui vous permet de prouver, prouver que vous étiez en possession de quelque chose à un moment ou à un autre. Okay, donc, vous pouvez aller faire un tour sur le site de l'OMPI, donc WIPO en anglais, qui permet justement de mettre en avant, de constituer une preuve. Alors, si on regarde en détail la protection des inventions par le brevet, vous avez 3 conditions strictement obligatoires pour avoir droit à un brevet. Alors, la première, c'est l'application industrielle. C'est facile. Hein. Là, il faut que l'invention peut être fabriquée, utilisée dans toujours en industrie, y compris l'agriculture, c'est la loi qui le dit. C'est assez facile. Hein. Ça permet d'éviter, par exemple, de déposer des brevets sur des méthodes mathématiques qui n'ont pas d'application. Par contre, s'il y a une application industrielle de la méthode en question, vous allez protéger l'application industrielle. Le deuxième critère qui devient là beaucoup plus difficile à atteindre, c'est ce qu'on appelle la nouveauté. C'est une nouveauté absolue. Il ne faut pas rencontrer antérieurement dans ce qu'on appelle l'état de la technique l'invention telle que vous voulez la protéger, hein, qui a été rendue accessible au public avant la date de dépôt. Et donc ça, c'est ferme, hein, c'est très strict parce que c'est important pour vous aussi, parce que si vous avez inventé quelque chose, que vous publiez les caractéristiques de l'invention, alors publié sous forme papier ou publié sous forme divulgation physique de l'objet, avant le dépôt de la demande de brevet, eh ben, vous détruisez le critère de la nouveauté, puisque, en théorie, la nouveauté n'existera plus, puisque vous avez divulgué, montré à un public l'information qui sera caractéristique de la protection. Et enfin, le troisième critère qui est plus difficile à appréhender, c'est ce qu'on appelle l'activité inventive. L'activité inventive qui permet justement de mettre en avant des notions d'innovation, la notion, on va dire, d'évidence pour l'homme du métier. Hein. L'homme du métier, c'est celui qui a l'habitude de travailler dans le domaine en question, va se dire, par rapport à ce que je connais déjà, par rapport à ce que comme information que j'ai, est-ce que c'est évident ou pas évident de reproduire cette invention? Est-ce que ça découle ou pas de manière évidente? Voilà. C'est des notions, on va dire, un peu plus complexes, mais qui sont tout à fait abordables et tout à fait acceptées. Et si on respecte ces 3 critères, on a une invention qui est brevetable. Hein. On aura droit de déposer un brevet. Après, il y a un examen qui va se passer auprès des administrations. Et on vous accorde ou pas, on délivre ou pas un brevet. Parce que parfois, l'activité inventive, pour certains examinateurs, eh ben, elle n'est pas là, parce qu'il va citer des documents antérieurs qui seront peut-être pertinents, qui détruiront l'activité inventive. Alors, dans ce système de brevet, il y a quand même malgré tout des exclusions. Donc, je vous ai mises là. Alors, par exemple, tout ce qui est découverte, ou tout ce qui est contraire à l'ordre public. Alors, vous avez un exemple, la souris oncogène, qui a été déposée par l'Université d'Harvard dans les années 80-90. Au niveau de l'Office européen des brevets, il y a une action qui a été menée par 17 opposants qui se sont opposés à la délivrance du brevet sur la base, effectivement, que c'était contraire à l'ordre public parce qu'on modifiait une souris génétiquement pour qu'elle puisse développer des cancers et faire et tester, on va dire, les solutions de médicaments dessus.
finalement, ça a été accepté par l'Office européen des brevets parce que il y avait un avantage médical substantiel pour l'humain de travailler là-dessus. Et à contrario, vous aviez quelqu'un d'autre qui a déposé un brevet en 1992 sur, pareil, la modification d'une souris, mais cette fois-ci non plus sur des aspects de cancer, mais sur les aspects de perte de cheveux, perte de poils. Et là, ça a été refusé par l'OB, puisqu'ils ont considéré, je cite certainement, qu'on faisait du mal à une souris pour pas grand-chose, hein, c'était juste pour traiter la calvitie, ce n'était pas forcément fondamental pour la santé humaine. Alors, un exemple de brevet ici, donc quand vous voyez un brevet, ben, ça ressemble un peu à ça. En l'occurrence, je reviens sur la bicyclette. Ici, vous avez une demande de brevet et un brevet qui a été délivré par la Société Leipzig Internationale Univers, qui justement intègre un système de capteurs de mesure d'effort et de puissance dans les pédales, chose qui est maintenant quasiment courante dans le milieu professionnel, qui permet justement de mesurer la puissance générée par l'effort. Et donc, ça se présente sous la forme d'un descriptif et des revendications. Et en regardant les revendications, on voit exactement, et c'est ça qui est l'intérêt de la publication, c'est de voir exactement comment ça fonctionne. Sur la marque, alors, vous avez en face de vous un signe. Ce signe doit être distinctif, c'est-à-dire qu'on ne doit pas trouver dans ce signe des éléments qui soient génériques. Hein, l'exemple que je vous ai mis là, vêtements pour désigner des pantalons, ou une caractéristique du produit. Hein. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de distinctif et non descriptif. Il ne faut pas que ce soit descriptif. Hein. Alors, il ne faut pas qu'on retrouve dans le signe des éléments qui pourraient induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit ou du service qui est revendiqué. Et enfin, il faut regarder, bien sûr, si le signe est disponible, s'il est disponible par rapport au droit antérieur. Donc, on peut faire une recherche d'antériorité et surtout une analyse des antériorités. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'analyse juridique des antériorités dans le droit des marques est très, 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 très complexe. Pourquoi? Parce que il ne faut surtout pas, et c'est le critère premier, que le consommateur puisse être induit en erreur par rapport à un signe antérieur existant. Si je prends la marque Coca-Cola, c'est bien connu, et que je dépose Coca-Cola avec des cas, il est évident que le consommateur, en entendant Coca-Cola ou Coca-Cola, ça sera pour lui exactement la même chose, même en lisant le cas. Voilà. Donc, il y aura tromperie, il y aura un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Et là, le juge va condamner, en tout cas, l'administration va exclure ou refuser l'enregistrement de la marque sur notamment cette notion. Donc, il y a cette notion de marque identique, de marque phonétiquement proche, intellectuellement proche aussi. C'est très, très complexe. Et c'est pour ça que, mais je dirais que ça sera le mot à la fin, vous devez vous rapprocher d'experts. Et ce n'est pas en déposant vous-même votre marque que vous allez avoir une marque forte. Hein. Faites attention à ça. Bien sûr, il existe aussi des signes qui sont exclus. Alors, les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, alors je vais citer un signe qui a été refusé par l'INPI, c'est la marque. Et donc, je pense que lors du Covid, vous avez eu des tas de dépôts de marques Covid-19, coronavirus, et vous aviez à une époque quelqu'un qui avait déposé la marque sans dents. Alors, ceux qui se souviennent, vous aviez l'ancienne maîtresse et compagne du président de la République, François Hollande, qui avait écrit un bouquin et qui avait prêté au président les mots suivants, que les Français étaient des sans-dents. Et vous avez des opportunistes qui sautent toujours sur l'occasion et qui déposent la marque sans dents. Mais l'INPI a refusé la marque sans dents parce qu'elle a considéré que c'était contraire à l'ordre public, puisqu'on va dire qu'elle portait atteinte à la fonction du chef de l'État. Okay, vous aviez la même chose avec Benalla. À l'époque, quand il était au centre des affaires, et certains avaient déposé la marque Benalla, par exemple, pour des armes à feu. Bon. Des opportunistes, on en verra toujours. Gilets jaunes, c'est exactement pareil. Alors, quelques exemples de marques.
alors, car voilà, ce qu'on a l'habitude de voir, ça représente un gros pourcentage de ce type de marques. Hein, ce sont les marques de dénomination. Donc, ce sont des lettres et des chiffres qui constituent la marque. Hein, c'est une marque dite verbale. Ensuite, vous avez des marques dites figuratives, hein, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui aussi un logo. Hein, par exemple, ici, alors ici, c'est une marque dite semi-figurative parce qu'on a à la fois du verbal et un logo. Vous avez ici une marque, donc Pierre de Bourgogne, qui est une marque qui a été déposée de façon collective, hein, donc parce que vous avez parfois des marques, souvent des marques individuelles, comme Look, Carburem, mais vous avez parfois des marques collectives avec un règlement qui a été déposé au moment du enregistrement de la marque et qui, pour pouvoir l'exploiter, vous devez respecter ce règlement. Vous avez des marques dites en 3 dimensions, des marques donc en 3D. Ici, tout le monde reconnaîtra la bouteille de Coca-Cola, même s'il n'y a pas marqué Coca-Cola. C'est une marque qui a été enregistrée par Coca-Cola et validée, bien sûr, parce que cette notion de distinctivité est acquise avec le temps, forcément, hein, c'est pas comme du verbal, c'est le temps qui va effectivement faire son effet et l'entreprise en question pourra justifier la distinctivité de la marque parce que le consommateur, en voyant l'objet, sait tout de suite que c'est Coca-Cola. C'est la même chose avec les flacons de parfum où c'est des marques tridimensionnelles. Là, je vais essayer de vous faire écouter. Alors, c'est une marque sonore. Tendez bien l'oreille. Alors, elle a été déposée à l'époque au niveau communautaire, puisqu'à l'époque, on exigeait d'avoir une représentation graphique de la marque. Hein, c'est obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut déposer des fichiers MP3. Donc, vous avez entendu, hein, c'est un son un peu électrique. Et en fait, c'est Renault qui a déposé la marque pour ses voitures électriques, la marque sonore qui accompagne ces voitures électriques. Pourquoi? Ben parce que lorsqu'on va entendre une voiture électrique qui est jouer, par exemple, qui va arriver derrière vous, elle aura ce bruit-là. Et en tant que consommateur ou même public, on va se rendre compte que c'est une Renault. Okay, donc, c'est l'aspect sonore qui est important. Autre type de marque qui a été, on va dire, alors ça c'est une marque britannique. Alors j'essaie de la représenter de façon visuelle. Alors, bon, c'est un peu particulier, hein. C'est des choses qui sont, on va dire, borderline. Hein. C'est une marque qui a été déposée, c'est une marque liée à l'odeur et au goût. En fait, c'est une société britannique qui a déposé une marque sur l'odeur de bière pour des jeux de fléchettes. Alors pourquoi avoir déposé ça? Parce que c'est lié à une stratégie de marketing. Cette société qui fabrique des jeux de fléchettes, elle vend ça à des particuliers qui vont jouer aux fléchettes. Encore une fois, c'est en Angleterre. Les Anglais sont férus de jeux de fléchettes dans les pubs. Et quoi de mieux que d'acheter des jeux de fléchettes qui vous reproduit l'odeur du pub et vous sentez vraiment, on va dire, dans votre milieu. Voilà. Autre exemple, Apple qui a déposé le visuel de son Apple Store en tant que marque. Vous avez des couleurs. Alors, Pantone 601, c'est la couleur du post-it de 3M. Bien sûr, ce n'est pas la couleur en tant que telle, c'est la couleur Pantone 601 pour des produits de papeterie. Là, ici, un autre exemple. Alors, la marque n'est pas enregistrée, mais c'est un extrait de jeu vidéo qui permet justement, alors là, je crois que c'est un peu exagéré, mais les puristes comprendront, je pense, hein, que voilà, il y a peut-être matière à dire que c'est distinctif par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir des autres jeux, effectivement, liés à ça. Sur les aspects, on va dire, visuels, donc des jeux de lumière de voiture, ici la Golf 7, si ma mémoire est bonne. Donc, quand vous êtes derrière une Golf, bah, vous reconnaissez que c'est une Golf, parce que, et puis vous ne pouvez pas, le Volkswagen a déposé ça pour justement avoir le monopole et surtout montrer que je suis le seul à pouvoir mettre ce jeu de lumière. Et enfin, le dernier
dernier dépôt qui a été fait, en tout cas qui est un peu particulier, c'est une mannequin néerlandaise qui a déposé son visage en tant que marque. Euh, Pourquoi elle a fait ça? Alors peut-être pour la notoriété, j'en sais rien, et toucher peut-être plus de royalties dans les contrats qu'il a liés aux sociétés. Mais c'est surtout aussi lié au ce qu'on appelle au droit à l'image, parce que donc c'est une marque de l'Union européenne. En France, le droit à l'image est assez bien protégé. Euh, Ce n'est pas le cas dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, quelque part, grâce à cette marque, elle va pouvoir contrôler beaucoup plus facilement l'usage, l'utilisation de son image par rapport aux produits qui seront affiliés, on va dire, à cette chose. J'avance, je vais très vite. Le dessin et modèle. Donc là, on va dire qu'il n'y a plus que deux critères nécessaires pour que ça soit nouveau et il faut qu'il y ait un caractère propre. Alors, qu'est-ce que le caractère propre? C'est l'impression visuelle d'ensemble suscitée chez un observateur averti. On va dire c'est ce qui est le petit truc qui est un peu différent, c'est un peu l'équivalent de l'activité inventive dans le droit des bandes. Voilà, et si on respecte ça, on aura un dessin modèle de libre où on peut facilement avoir un dessin modèle dans le voilà, deux exemples. Donc, la fameuse pédale de look qui a été déposée également en dessin modèle, mais retenez bien que ce n'est pas la fonction ni de mesure, ni d'accroche de la chaussure dans la pédale qui est protégée, c'est l'aspect visuel, l'aspect purement esthétique de cette pédale qui est protégé. Hein. Pareil, les verres de dégustation de vin, ici, c'est des verres des impitoyables. Je ne vais pas m'approfondir le sujet, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur celui-là, puisque c'est un verre qui a eu, on va dire, quelques petits déboires liés on va dire, à des contrefaçons et à la manière d'avoir protégé la chose. Enfin, le droit d'auteur, vous aurez droit, donc on va protéger toute œuvre de l'esprit. Attention, le droit d'auteur ne protège pas les idées. Les idées dans le droit de la propriété intellectuelle, ça va être dur ce que je vais dire, mais ne valent rien. Les idées sont de libre parcours. Elles appartiennent à tout le monde. C'est uniquement la mise en forme de l'idée qui aura, on va dire, droit à être protégée, à avoir une protection. Et bien sûr, il faut qu'on retrouve dans cette mise en forme de cette idée une originalité. Et l'originalité, ben, c'est la personnalité de l'auteur qui l'a créé. Hein. Donc, forcément, vous aurez un droit d'auteur qui sera valide. Et le droit d'auteur, il se divise en, et c'est là que ça commence à être un peu compliqué sur le droit d'auteur, c'est que vous avez deux notions, le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral, il est attaché à une personne, on ne peut pas lui enlever, et il est perpétuel, il ne s'arrête jamais. Je vous ai cité ici un peu qu'est-ce qu'on entend par le droit moral. Par exemple, le droit au nom, ici fait référence au droit des brevets. Le fait de citer l'inventeur dans une invention, alors l'inventeur n'est pas propriétaire du brevet, mais c'est le droit au nom qui permet, qui oblige l'employeur à citer, parce qu'il a un droit au nom, il a fait, on va dire, acte de création. Et enfin, le droit patrimonial du droit d'auteur, c'est le seul droit qui peut être cédé. C'est celui qui permet justement d'avoir du business, de faire du business. Hein. Dans le livre de Harry Potter, c'est lui qui génère des droits, c'est lui qui rapporte de l'argent à son auteur. Le droit moral, lui, on ne pourra jamais enlever ça à l'auteur. Un exemple sur le droit d'auteur. Donc, vous avez ici une photo de Cordoue, alors pour faire très très vite, hein, qui a été, on va dire, au centre d'une affaire en Allemagne et même qui est montée au niveau de la police, de la Cour de justice européenne, où vous aviez quelqu'un, on va dire un photographe qui avait fait cette photo, qui traînait sur Internet dans une société qui vend des voyages. Il y avait un contrat qui était en bonne et due forme, il n'y avait pas de souci. Et vous aviez une lycéenne en Allemagne qui avait reproduit cette image pour son mémoire, pour faire un rapport de stage. Parce qu'elle parlait de l'Espagne et Cordoue en particulier. Et l'auteur, le photographe a vu. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu publication de ce rapport de stage sur le site internet du lycée et le photographe a vu apparaître cette photo. Et il a attaqué le lycée parce qu'il n'avait pas attribué les droits au lycée, et en l'occurrence à la personne qui a fait le rapport de stage, sur l'usage de sa photo. Hein. Donc, le juge a considéré qu'à partir du moment où il y avait une nouvelle publication
qui était à destination d'un nouveau public, il aurait fallu demander une nouvelle autorisation, même si ça ne générait pas forcément des royalties à la clé. Hein, voilà. Donc faites attention à ça. Ne reprenez pas des photos à droite à gauche parce que vous serez bloqué par le droit d'auteur. Hein, autre exemple très intéressant sur une photographie très célèbre du Che par Korda. Et vous aviez une société qui a reproduit cette fameuse photo, en tout cas, sous forme d'un t-shirt, mais il lui a affublé d'une manette de jeu et également d'un petit slogan en disant « Che was a gamer ». Okay, donc, les descendants de Korda ont attaqué en contrefaçon du droit d'auteur et le juge a considéré qu'en fait, que c'était une parodie parce qu'effectivement, et la parodie fait partie des exceptions à la contrefaçon dans le droit d'auteur. Mais je ne suis pas sûr que les créateurs du t-shirt avaient travaillé la chose pour être tranquilles par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont eu de la chance sur ce coup-là, mais sachez effectivement qu'il y a des exceptions. L'exploitation des droits, alors très très vite, soit vous êtes capable, quand vous avez un titre de propriété ou même un droit de propriété, soit d'exploiter directement, soit de confier cette exploitation à un tiers, soit vous vendez le titre, hein, total, partiel, soit vous concédez ce qu'on appelle une licence, une location de vos droits, et suivant des règles bien définies, et tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le régime des contrats. Et si par exemple c'est une licence, eh ben, vous allez toucher les royalties, ce qui va générer forcément de la fiscalité. Et là, Franck pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, puisque c'est assez particulier. La durée des droits, c'est ça qui est intéressant aussi, de savoir combien de temps ça dure tout ça. Ben, le brevet, c'est 20 ans maximum à compter du dépôt. Tous les ans, vous êtes obligé de payer une taxe. Si vous ne payez pas la taxe, automatiquement, le brevet va tomber dans le domaine public. Vous n'avez rien. Si par exemple, vous avez un brevet qui dit allez, ça fait 10 ans que je l'ai, j'ai jamais rien gagné dessus, il me coûte de l'argent, il suffit de ne plus payer la taxe. Et ça tombe automatiquement dans le domaine public. Faites attention, hein. Si vous avez un portefeuille brevet, il faut gérer le portefeuille, hein, et ne pas le laisser tomber dans le domaine public des brevets auxquels vous tenez, hein, forcément. La marque, on sait que c'est très différent, puisque la marque, c'est le seul titre de propriété, même le seul droit de propriété intellectuelle, qui permet un renouvellement tous les 10 ans. C'est le titre qui ne peut ne jamais s'arrêter. Hein. Donc, tous les 10 ans, vous renouvelez votre marque pour pouvoir la maintenir en vigueur. Et c'est très, très important. C'est pour ça que, par exemple, la bouteille de Coca-Cola qui est déposée en tant que marque, elle ne s'arrêtera jamais. Parce que Coca-Cola va toujours maintenir un droit dessus, contrairement au dessin et modèle, par exemple, qui aurait été plus logique en disant, voilà, c'est esthétique. Eh bien non, parce que là, c'est 25 ans maximum. Et tous les 5 ans, vous renouvelez, vous prorogez la protection. Le droit d'auteur, lui, il a l'avantage que ça ne coûte rien en termes de dépôt, puisqu'il n'y a pas d'enregistrement auprès de l'INPI ou tout autre organisme. Et il a une durée de vie, lui, qui est un peu plus longue que le reste des autres, hein, c'est la marque, puisque c'est 70 ans à partir de la mort de l'auteur, pour un auteur unique, pour le droit patrimonial. Par contre, le droit moral, lui, ne s'arrête pas. Okay, une œuvre on peut jamais dire qu'une œuvre est tombée totalement dans le domaine public. Hein, une œuvre de l'esprit. Les couvertures géographiques, alors c'est intéressant parce que dans le droit des brevets, vous avez le droit d'aller déposer dans tous les pays qui vous intéressent. Vous avez même le droit de faire ce qu'on appelle une demande régionale. Au niveau européen, c'est une demande de brevet européen. Et également, voir une demande internationale qui n'aboutira pas à un brevet international ou mondial, ça n'existe pas, mais à une procédure préliminaire pour ensuite, effectivement, faciliter la protection dans les pays qui vous intéressent. Attention, l'extension d'une demande française, vous devez la faire au maximum 12 mois à compter du dépôt prioritaire, hein, du dépôt français. Si vous faites à 12 mois plus quelques jours, vous perdez votre droit, ce qu'on appelle le droit de priorité, hein, c'est la Convention de l'Union de Paris qui l'autorise. Voilà, pourquoi? Parce que si vous dépassez ces 12 mois, c'est une forme de privilège et de dérogation, si vous dépassez ces 12 mois, la notion de nouveauté n'existera plus pour l'examen des brevets étrangers. Au niveau de la marque, on est à peu près sur les mêmes schémas.
Sauf que là, il existe ce qu'on appelle la marque dite de l'Union européenne, qui concerne aujourd'hui 28, bientôt 27 pays de l'Union européenne. Là, on est sous priorité également, mais que 6 mois. Vous avez maximum 6 mois, mais ce n'est pas très, très important puisqu'on n'exige pas de nouveauté dans le droit des marques, on exige simplement une disponibilité. Dessin et modèle, c'est un copier-coller de la marque. Et le droit d'auteur, et c'est là que c'est important, c'est que c'est automatique. Hein. C'est-à-dire que tous les pays signataires de la Convention de Berne qui portent sur le droit d'auteur, eh ben, vous êtes protégés. Au niveau des coûts, le brevet, alors je vous ai mis ici un peu quelques coûts. Hein. Pour 20 ans, ça va coûter environ 6 000 €. C'est détaillé sur 20 ans. Un brevet européen aujourd'hui, c'est environ 100 000 €. Alors c'est beaucoup. Et vous avez des frais liés à la gestion d'un cabinet de conseil. Au niveau de la marque, alors c'est un peu moins, hein, c'est sûr. Voilà, vous avez quelques coûts. Alors pour 3 classes, hein, il faut savoir que la marque, vous déposez une marque pour ce qu'on appelle la spécialité. Hein, vous désignez des produits et des services. Hein, on ne dépose pas une marque pour l'ensemble de tout ce qui peut exister, mais on fait attention, il faut désigner des produits et des services. Et voilà ce que ça peut vous coûter. Alors, le plus intéressant, c'est la marque dite communautaire ou marque de l'Union, puisque pour, on va dire, 1 000 €, vous avez une protection pendant 10 ans sur 27 pays de l'Union européenne, donc un ratio imbattable. Au niveau du dessin et modèle, donc c'est une taxe un peu plus basse, mais ça peut quand même coûter cher parce que au niveau français, par exemple, plus vous mettez de reproduction dans votre dépôt, plus ça va coûter cher parce qu'on va devoir regarder les produits sur tous les ans. Et au niveau du droit d'auteur, eh ben, ça coûte rien parce qu'il n'y a pas d'enregistrement de la marque qui existe, du droit d'auteur, pardon. Et c'est pour ça aussi, je ne l'ai pas dit, la propriété industrielle concerne le brevet, la marque, le dessin et modèle, et la propriété intellectuelle, eh ben, c'est tout ça, plus le droit d'auteur. Okay, voilà. Alors, c'était très, très rapide. J'espère avoir répondu, et je m'excuse encore pour ceux qui me connaissaient déjà. J'ai essayé de travailler beaucoup sur des exemples hein, qui sont assez parlants, j'espère. Si vous avez des questions particulières, je vais essayer de répondre maintenant. Sinon, si c'est très long ou pointu, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un mail à l'adresse qui figure ici. Dépêchez-vous, je suis bientôt, on va dire, sorti du système puisque je ne serai plus parmi vous après fin juillet, on va dire, faisant l'objet du licenciement. Voilà. Je passe la main à Rodolphe pour les questions. Voilà. Merci beaucoup Yves pour cette démonstration brillante. Hein. On ne s'ennuie pas une seconde alors qu'on sait combien ça peut être barbant de parler de propriété intellectuelle. Mais franchement, chapeau, hein, bravo, c'était vraiment très intéressant. Il y a quelques questions qui nous sont parvenues. D'abord, une question sur alors tu y as largement répondu, je pense déjà mais c'est pour ça que je la pose rapidement, sur la question du droit d'auteur versus le brevet, en fait, et le brevet en tant que propriété industrielle, finalement. Avec cette notion si tu veux, de protection et de niveau de protection que peut apporter le brevet versus, j'allais dire, la protection du droit d'auteur. En fait, on ne parle pas exactement de la même chose. Là. Est-ce que tu peux essayer de résumer rapidement? Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les différents outils de protection. La loi est claire, hein, on ne peut pas substituer le brevet par le droit d'auteur parce que ça coûte zéro, ça coûte beaucoup moins cher. C'est pas comme ça que ça marche. Hein, et c'est mon diagramme qui l'a montré, hein, un des premiers, là où je fais le panorama des typologies de protection. Voilà, quand on est confronté à une typologie de création, eh ben, ça rentre dans certaines cases. Hein, on peut pas dire, oh, bah, ça me coûte trop cher, je vais choisir le droit d'auteur. Non, le droit d'auteur ne va protéger qu'une partie peut-être infime de l'invention au sens général sur des éléments plus liés, par exemple, à la documentation liée à l'invention ou sur une interface graphique, par exemple, d'un logiciel. Le logiciel, s'il y a des fonctionnalités techniques, pourrait être protégé par le brevet. Après, tous ces éléments-là sont complémentaires. On peut faire on va dire, un combo on pourrait très bien avoir, et c'est souvent un peu le cas, d'avoir sur un projet, on va parler plus de projet cette fois-ci que de création, on va avoir un brevet pour l'innovation technique,
On va avoir une marque sur le signe qui va l'accompagner, ce projet, ce produit. On va avoir un dessin modèle peut-être sur l'aspect esthétique général que ce produit aura, la pédale de vélo par exemple. Et on aura également du droit d'auteur sur la documentation qui va être produite pour expliquer comment tout ça fonctionne. Okay. D'accord. Donc on choisit pas en fonction du coût, hein, ou de la facilité. Oui, et on a bien compris que l'un était complémentaire de l'autre et que voilà, et qu'on peut pas remplacer le droit d'auteur, on peut pas remplacer la propriété industrielle par le droit d'auteur, le brevet par le droit d'auteur, c'est pas possible. Hein. Alors Voilà. il y a ce petit, on va dire, ce petit pointillé que j'avais mis en disant entre le dessin et modèle et le droit d'auteur, hein, ce qu'on appelle l'unité de l'art, qui permet justement de passer de l'un à l'autre. Mais c'est historique, c'est parce qu'effectivement, le dessin et modèle est né, on va dire, de la formalisation du droit d'auteur. C'est un peu particulier, mais cette unité de l'art, effectivement, existe et est plutôt favorable, on va dire, aux designers. D'accord, ok. Autre question là, qui nous est parvenue hier concernant en fait la position du salarié dans l'entreprise et plus particulièrement de la propriété. Alors, si un salarié invente quelque chose dans le cadre d'une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Qui est propriétaire de quoi? Est-ce que l'entreprise peut mettre systématiquement la main dessus ou met systématiquement la main dessus? Enfin bon, et comment existe le salarié qui invente quelque chose dans le cadre d'une entreprise avec son invention? Enfin, qu'est-ce qu'il doit faire de son invention? Alors, tu fais bien de dire invention. Alors, si on est dans le cadre des inventions dites brevetables, donc à caractéristiques techniques, à ce moment-là, on est dans un schéma très très particulier qui est bien défini par la loi, le Code de la propriété intellectuelle, où on est en présence d'un inventeur dit salarié. Et l'inventeur salarié a des droits, mais également des devoirs. Si cet inventeur salarié a été embauché dans le cadre d'une mission, c'est-à-dire que je suis ingénieur, je suis technicien, je travaille dans un bureau d'études, un bureau des méthodes, n'importe quoi, de la R&D, j'ai été embauché pour créer des choses éventuellement, j'espère. À ce moment-là, c'est vraiment ma mission. Hein, le contrat de travail le stipule, même sans formalisme particulier. La réalité des faits fait que, effectivement, moi, mon salaire, je le reçois parce que je suis là pour créer. Et à ce moment-là, c'est systématique, l'invention appartiendra à l'employeur. Pourquoi? Parce que l'employeur a mis en œuvre tous les moyens pour arriver à cette invention et arriver à un résultat. Voilà. Même, alors après, vous avez des cas particuliers. Si maintenant, je ne suis pas dans le cadre d'une invention dite de mission, si par exemple, je suis sur une chaîne de montage, un simple ouvrier qui va assembler des choses, mais on va dire qui a créé, qui a favorisé, amélioré le processus de la chaîne de montage, on va pouvoir se dire, ce n'est pas une invention de mission, mais donc elle est hors mission. Et là, l'employeur a un droit de préemption, ce qu'on appelle effectivement une invention au choix de l'employeur, et l'employeur a le droit de dire, bon, ok, ça m'intéresse, à ce moment-là, je vais prendre l'invention, je vais déposer le brevet, vous serez cité en tant qu'inventeur, le cas avant aussi, hein, vous serez cité en tant qu'inventeur, mais je vais aussi vous rémunérer en conséquence le juste prix, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, voilà, mais ça appartiendra si l'employeur fait preuve ou acte de préemption sur l'invention. Maintenant, s'il dit, moi ça ne m'intéresse pas, faites ce que vous voulez avec, à ce moment-là, l'inventeur en question a le droit de déposer une demande de brevet qui lui appartiendra à titre personnel et il fera ce qu'il veut avec. Est-ce qu'il y a un intérêt à déposer un brevet? Ça, c'est une autre histoire, hein, c'est une stratégie. Voilà. Et puis sinon, vous avez le cas, on va dire, totalement, on va dire, qui n'appartiendra pas à l'employeur. C'est le cas où vous avez quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui va faire chez lui des créations qui n'ont rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Et heureusement, il va pouvoir déposer des brevets sur ces créations hors activité de l'entreprise. Vous allez me dire, oui, mais celui qui crée, qui travaille dans, pardon, je vais prendre le vélo, qui a été, on va dire, embauché pour travailler sur des pédales de vélo automatique et qui fait chez lui également des pédales de vélo automatique, à qui ça appartient?
eh ben, le juge considérera que vous avez, même si ce n'est pas au sein de l'entreprise, vous avez bénéficié des compétences et des outils mis en place par l'entreprise pour pouvoir réaliser l'invention, même si vous l'avez fait chez vous. Donc, ça appartiendra à l'employeur. J'attire l'attention des start-upers notamment, et on en avait parlé à une précédente masterclass sur savoir gérer son RH dans l'entreprise. Alors, Il existe des clauses particulières dans les contrats de travail de nos chercheurs salariés de nos startups. Donc, il faut rédiger convenablement ce contrat de travail et être précis également dans la fiche de poste, parce que souvent les fiches de poste sont absentes ou alors elles sont faites à la va-vite, d'où l'importance de bien contractualiser avec le salarié pour éviter ensuite toute déconvenue éventuelle sur des revendications de dépôt de brevet. Voilà. Donc, ça, c'était l'invention brevetable. Après, vous avez des notions plus liées au droit d'auteur. Je pense par exemple aux sociétés de création artistique. Là, on est, comme le droit d'auteur s'attache à protéger l'inventeur personne physique, vous ne pouvez pas, en tant qu'employeur, dire « ça m'appartient » automatiquement, sauf dans le cas des logiciels. Hors logiciel, il y aura, dans le cadre d'une cession par contrat, des droits patrimoniaux à l'entreprise. Attention, vous n'avez pas le droit d'exiger une cession automatique des créations à venir. Chaque création devra faire l'objet d'un contrat particulier dans lequel, effectivement, le créateur artistique cédera ses droits pour l'exploitation par l'entreprise. Ok, merci Yves. J'ai encore une question que j'ai notée moi, qui concerne… Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour répondre parce qu'on voudrait essayer de terminer à l'heure quand même, qui concerne l'enveloppe solo. L'enveloppe solo est très prisée par beaucoup d'inventeurs, et le problème, c'est que, comme tu le disais, apparemment, c'est un moyen de preuve, en fait. C'est pas réellement un brevet. C'est pas… Donc, et je crois que la confusion est souvent faite, il me semble, par les inventeurs entre l'enveloppe solo et le brevet, en fait, finalement. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus? En fait, l'enveloppe solo n'est qu'un moyen de preuve. Ça génère, on va dire, une preuve incontestable de la création. Ça ne génère pas un droit de monopole. Vous ne pouvez pas interdire à quiconque de reproduire une invention qui est présente uniquement dans une enveloppe solo. Il n'y a que le brevet qui peut le faire. Le brevet génère un monopole. L'enveloppe solo, c'est le début du commencement d'une innovation. On ne s'arrête en général, rarement, il ne faut pas s'arrêter à l'enveloppe solo. Si vous voulez avoir des moyens efficaces de protection, c'est le brevet. Des moyens efficaces de négociation, ça sera le brevet aussi. Et des moyens, on va dire, de valorisation de l'actif de votre création, ça sera également le brevet. Voilà, encore une fois, si c'est vrai qu'il y a une époque, il y avait beaucoup de monde sur Internet qui disait « Moi, je peux vous garantir une protection aussi efficace qu'un brevet pour pas grand-chose, parce que voilà, je vais générer du droit d'auteur. Vous allez pouvoir baser sur le droit d'auteur. » Ce qui est faux. Il y a eu même une jurisprudence, en tout cas l'INPI a attaqué une personne qui n'arrêtait pas de faire de la fausse information par rapport à ça. Okay. Donc, l'enveloppe solo n'est qu'un point de départ. Parfois, ça aboutit à rien, mais il ne faut pas forcément s'arrêter à l'enveloppe solo. Voilà. Ok, oui, c'est le brevet, c'est le titre de propriété. Voilà. C'est comme si quand on acquiert un titre de propriété pour un terrain, par exemple, voilà, il nous appartient. Alors que l'enveloppe solo, c'est pas ça, c'est pas un titre de propriété. Voilà. C'est un moyen de preuve. C'est un moyen de preuve, oui. Franck, tu voulais dire quelque chose sur ce sujet-là, non? En parallèle, par rapport notamment à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je voulais aussi avoir, si possible, en quelques secondes, ton avis, Yves. Déposer un brevet, c'est à terme publier, et publier, c'est communiquer sur les
caractéristiques techniques de son invention. Et donc, c'est de donner, en définitive, au monde entier cette possibilité d'accéder au secret de cette invention. Donc, on peut se poser légitimement la question, notamment sur des inventions très technologiques, de l'opportunité de déposer. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de garder secret les fonctionnalités de notre invention et ne pas déposer? Et en clair, la meilleure de protection, c'est de ne pas communiquer. Alors, c'est vrai pour certains produits ou certains types de, pas produits, excusez-moi, certains types d'inventions. Un produit qui un jour viendra être commercialisé, on va dire, sur n'importe quel territoire du monde entier, forcément, le fait de commercialiser le produit, vous allez divulguer les caractéristiques de l'invention. Donc, garder secret est utopique, c'est aucun intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de faire une protection dite par secret. Donc, le brevet, là, s'impose quasiment de fait. Après, il faut choisir, bien sûr, les pays dans lesquels on va avoir une protection. Donc, c'est un choix stratégique de marché. Maintenant, sur les aspects plus liés au process de fabrication. Si vous êtes dans une entreprise qui maîtrisait un certain process de fabrication et que vous avez inventé un nouveau process, et que ce process, finalement, est partie intégrante de l'entreprise et que vous ne voulez surtout pas que ce process, on va dire, soit déjà, un, vous n'allez pas le commercialiser, le process, et deux, que les concurrents aient accès, il est évident que le secret est la meilleure arme et surtout pas le brevet. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir une réflexion stratégique sur la création telle que vous l'avez imaginée, vous faites, et il n'y a pas de réponse toute faite. Hein. Et pour finir un peu sur, on va dire, les conseils à donner, je vous orienterai sur des experts parce que seuls eux pourront vous dire, dans votre cas en particulier, voici ce que moi je pense être la meilleure stratégie. Après, l'histoire d'Ebly, par exemple, c'était une stratégie très particulière. Hein, voilà, alors qu'effectivement, il aurait pu déposer éventuellement un brevet, même sinon, dans l'alimentaire, ça fait un peu moins. Mais je dirais que tout ça, ça doit être confronté à un spécialiste de la propriété intellectuelle qui, lui, a en mémoire un peu tout ce qui peut être mis en œuvre. Et c'est un échange qui est fait avec le créateur et lui donner, on va dire, au créateur tous les moyens pour prendre les bonnes décisions. Et moi, je vous renvoie alors soit vers mon homologue de Besançon, donc Éric Auberger, qui va prendre le relais après moi, soit vers des conseils en propriété industrielle, qui vont, eux, bien sûr, alors ce sont des privés, hein, qui vont être en capacité de vous conseiller précisément et de vous aider, on va dire, dans la démarche de dépôt, dans la démarche contractuelle et dans la démarche de relation avec des tiers et de gérer vos titres de propriété industrielle. Parce qu'il n'y a rien de pire que de déposer un brevet tout seul ou une marque et de se rendre compte que ça a été mal fait, quoi. Et là, c'est comme si vous n'avez rien et ça renvoie à ce que tu disais, Franck, c'est-à-dire que vous avez publié des éléments caractéristiques et la protection, elle n'est pas là. Vous êtes donné, on va dire, vous avez donné au monde entier comment faire et finalement, si vous les attaquez en contrefaçon, il n'y a peut-être pas de matière juridique pour pouvoir les attaquer. Donc, faites attention à ça. Un brevet ou une marque, notamment, ne sont pas des coûts, ce sont des investissements. Hein, ça doit servir à quelque chose plus tard. Donc, ne mettez pas ça dans une zone de dépense, c'est vraiment une zone d'investissement. Hein, ça va servir à quelque chose. Et je vous ai montré au début un peu à quoi ça peut servir, tout ce que ça peut rapporter. Ok. Donc, oui. Yves, on est obligé de s'arrêter là. Et merci, c'est vraiment passionnant. Donc moi, j'invite tous les participants à revenir vers toi. On va diffuser ton contact de toute façon. Et puis vers Franck aussi, s'il y a des questions justement qui sont liées à investissement versus compte de résultat sur toutes ces questions-là, hein, parce que les brevets, c'est aussi valorisable dans le bilan. Donc voilà, pour ça, je vous demande de vous tourner vers Franck qui saura vous donner tous les détails sur la manière aussi de les valoriser
valoriser. Merci beaucoup Yves, en tout cas pour cette présentation brillante. Merci à Franck et à Capec, qui est notre partenaire sur ces masterclass de l'entrepreneuriat. La prochaine aura lieu à la rentrée, donc tu nous prépares un truc sur la banque, c'est ça Yves, pardon Yves Franck, hein, oui. Oui. Ça sera sur la manière de gérer sa relation bancaire. Alors, après la crise sanitaire va arriver, la crise économique, on le sait tous, et il va falloir s'y préparer. Et donc, ce sujet arrive à point nommé, même s'il avait été préparé bien avant l'arrivée de cette crise sanitaire. Donc, son importance n'est que doublée. Donc, je vais tâcher d'intervenir avec un banquier en lui demandant d'être le plus objectif possible sur les trucs et astuces pour savoir gérer une bonne relation bancaire. Merci Franck, merci à tous les participants. Je voudrais simplement vous dire aussi que le 9 juillet, on a un autre webinaire, alors là dans le cadre des meet-up de l'innovation, donc on parlera de méthode agile. Voilà, merci à tous et à bientôt. Bon appétit. Bye bye. Au revoir.